Emma, t'es venue me voir parce que je t'ai vu un peu partout, en fait, à vrai dire. J'ai vu ce que tu faisais. Tu participes au décrochage de le petit empereur premier Macron, Emmanuel Macron, le président de la République. Ça m'a interpellé parce que moi je t'ai filmé surtout pour de la musique, parce que tu chantes. Alors je sais pas si on te pose souvent des questions par rapport à la musique ou ce que tu fais au niveau musical, qu'on te pose des questions par rapport à tes actions. Bah les deux. Ouais. Et donc du coup, je me suis dit tiens, je voulais te dire de venir discuter un petit peu avec moi. Trop bien. Et tu me disais que tu as commencé à t'intéresser au dérèglement climatique ou à l'avenir qui nous est promis si on continue comme ça depuis 2014, c'est ça? Ouais, exactement. Même un peu avant, je pense. Et ça a surtout commencé par Internet. Et j'ai commencé à développer des intolérances alimentaires, tu vois, comme pas mal de gens. Et du coup, j'ai commencé à regarder ce qu'on mangeait. Pourquoi? Ah oui, d'accord. Et le pourquoi. Et du coup, j'ai commencé un peu à flipper, à tirer ce fil et du coup, à me rendre compte de l'ampleur du phénomène. Puis il y a aussi le fait, je pense que voilà, je suis d'origine caribéenne, je viens d'une île qui s'appelle Grenade, qui est une île anciennement anglaise. Mais et tu y as vécu? Non, mais j'y suis allée beaucoup de fois en fait. J'ai une partie de ma famille qui est là-bas. Et du coup, j'ai vu la dégradation quand même au fil des années. J'ai vu les algues sargasses qui viennent maintenant sur nos plages. J'ai vu les coraux qui étaient de toutes les couleurs, qui sont maintenant gris. Oh. Et ça, je dois dire que ça me fait de la peine en fait déjà. Parce que la peine écologique, c'est vraiment un phénomène dont on ne parle pas tant que ça, mais qui existe vraiment et qui... En fait, c'est tellement triste de se dire qu'il y a des choses qui ne seront plus jamais, quoi. Et il y a des choses qu'on peut rattraper, mais il y a des choses il y a des espèces, par exemple, qu'on a perdues à tout jamais, quoi. Et ça, moi, ça me fait beaucoup de peine, comme beaucoup de gens, je pense. Bref, là, je digresse un peu, mais en fait, du coup, j'ai commencé à prendre conscience de ça, mais je me disais, mais moi, je ne sais rien faire. Enfin, qu'est-ce que je vais faire? Je suis chanteuse, je suis auteure-compositrice, alors à part faire des chansons là-dessus, je ne voyais pas comment je pouvais agir en fait. Et un jour, à une soirée, justement, avec pas mal de musiciens, je rencontre un musicien et il me dit, il me parle d'Alternatiba. Et il me dit, Alternatiba, c'est en fait un collectif de citoyens, donc lambda, un peu comme toi, et qui ont envie de s'engager. Et par exemple, là, on organise un festival des alternatives, ce qu'on appelait un village des alternatives, à Paris, l'année prochaine, et on a besoin de plein de gens et de plein de compétences. Toi, tu connais des artistes, justement, on va faire des concerts, on veut que ce soit un moment festif, et on veut promouvoir toutes les alternatives au dérèglement climatique. Donc, c'est des assos qui sont venus, c'est des collectifs citoyens qui sont venus, c'est plein d'initiatives locales, en fait, de comment on peut manger autrement, comment on peut s'habiller autrement, comment on peut avoir de l'énergie verte chez soi, etc. Et ces villages des alternatives, ils ont eu lieu partout en France, parce qu'Alternatiba s'est implanté un peu partout en France. Il y a plein de groupes locaux. C'est une multinationale, tu veux dire? Voilà, c'est un peu une multinationale. Mais d'ailleurs, c'est même, on est même dans d'autres pays que la France et tout ça. Et ça vient de France? Ça vient du Pays Basque. Ouais. Le premier village des alternatives, c'était à Bayonne. Et en 2013, si ma mémoire est bonne. Et donc voilà, et donc après, moi j'ai été au sein d'Alternatiba pendant quelques années. Et après, on a voulu monter en 2015, il y avait la COP21 qui était un accord qui était pour nous hyper important pour le climat. Et vous y croyez? Et du coup non, parce qu'on savait qu'il y avait eu un échec à Copenhague en 2009, et du coup on se disait que cet accord il serait sans doute pas contraignant. Et donc, on a voulu montrer que la population civile, elle en savait quelque chose. Et donc, on a commencé à faire des actions un peu d'opposition, à faire des blocages, à faire des actions symboliques, etc. Et on a commencé à viser des multinationales aussi par la suite. Et on a visé la Société Générale, la BNP Paribas, Amazon, voilà, et Total, enfin bon... et autres joyeusetés, tout à fait. Et on a eu quelques petites victoires qui sont clairement pas assez grosses pour enrayer le dérèglement climatique, mais voilà, ça permet aussi de massifier le mouvement. Tu as une centrale de charbon en Australie qui n'a pas ouvert, tu vois, par exemple. Donc c'est ce genre de choses, c'est mettre la pression, parce qu'en fait, nos actions, vu qu'elles sont symboliques, quand on débarque chez Engie habillé en kangourou,
dans le siège d'Engie, du coup ça fait bien rigoler les gens, mais n'empêche qu'il y a une attention médiatique. On parle du sujet, on parle de ce que fait Engie et on parle du fait qu'ils veulent ouvrir telle centrale, etc. Et donc du coup, ça leur met la pression et ça peut éviter certaines choses, quoi. Donc voilà, mais là, ce début d'année, on a ciblé l'État pour la première fois, on a ciblé l'État français. Parce que en fait, l'État français ne respecte pas les accords de Paris, mais en plus de ça, ment. En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il ment ouvertement. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, quand même, se positionne en leader du climat, en champion de la Terre, alors qu'il ne tient même pas ses engagements et que là, il nous amène, avec la trajectoire vers laquelle on va, vers un emballement climatique qui nous mène droit dans le mur, quoi. Et donc, en fait, le mec, clairement, est là face caméra, comme là, je suis en train de le faire, sauf qu'il ment aux gens et il rassure une population qui se dit, bon, ça va, la France prend en main un peu le dérèglement climatique, et c'est faux, en fait. Donc, en fait, vaut mieux un mensonge habituel qu'une vérité qui dérange, tu crois? Parce que moi, un politicien qui ment, ça me paraît normal. Un politicien un banquier qui fait tout pour l'argent, ça me paraît normal aussi. Oui, mais du coup, c'est hyper important qu'il y ait des gens qui soient là pour rappeler en fait ce double discours, quoi. Et dire, mais en fait, on est sur une trajectoire qui est catastrophique et là, on n'est pas du tout en train de prendre les mesures nécessaires, en fait. Et il faut changer de paradigme. Enfin, c'est une société entière qu'il faut changer, c'est une révolution culturelle qu'il faut faire. Et évidemment qu'Emmanuel Macron, il n'a pas envie de ça. Mais au pire, il a envie d'une transition capitaliste verte, quoi. Mais en fait, le dérèglement climatique, il n'est pas compatible avec le capitalisme. Enfin, en fait, on va devoir sortir du capitalisme. Enfin, pour moi, c'est évident. Vous avez réfléchi à des fonctionnements possibles ou des alternatives au capitalisme? Parce que moi, souvent, on me dit oui, mais on n'a pas mieux. Moi, souvent, je réponds c'est pas vrai. Il y a des fonctionnements natifs, ancestraux, qui ont fonctionné sans capitalisme, sans argent, en fait. Ouais, complètement. Après, je ne sais pas s'il faut une société sans argent, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, relocaliser la société, je pense que c'est une des clés, quoi. C'est local, tu veux dire? Ah ouais, c'est-à-dire que je pense qu'on doit revenir à une économie locale et à ce que les besoins de base soient proches de chez toi, en fait, tu vois. Et arrêter d'importer des trucs qui viennent de je sais pas où. Enfin, je veux dire, il faut qu'on puisse déjà vivre avec beaucoup moins, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir beaucoup plus, en fait. Parce que vivre avec beaucoup moins, c'est ne pas être dans ce consumérisme qui est aussi, finalement, nous rend pas très heureux, j'ai l'impression. En fait, Idriss Aberkan, je ne sais pas si tu connais. Non. C'est un neurologue, il a sorti un livre où il parle de l'économie de la connaissance, où il dit que l'économie actuelle, c'est sur quelque chose de fini. C'est-à-dire qu'il y a une limite à la matière. Et qu'il faut se baser sur une économie infinie. L'imagination, la création, l'échange d'idées, que la Corée du Sud a créé le ministère de la connaissance et qu'ils ont un PIB beaucoup plus élevé que la Russie, qui est beaucoup plus grande que la Corée du Sud, parce qu'ils réfléchissent sur l'infini, c'est-à-dire l'imagination, la connaissance. Et que la matière première, elle est finie, quoi. Et je pense que ça rejoint un peu... on est désolé, on est dans une vraie rue parisienne. Hein. Il y en a partout. On n'en veut plus des motos et des voitures, mais pour le moment, elles sont encore là. Ah ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Donc, il faut faire avec. Tu crois qu'il y a des alternatives aux énergies possibles Les alternatives, je pense qu'on en connaît beaucoup déjà. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a de l'éolien, on sait qu'il y a du solaire. Le problème, c'est qu'en fait, on ne va pas pouvoir vivre avec des énergies renouvelables en ayant ces trains de vie-là, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que de toute façon, il va falloir qu'on réduise notre manière de consommer. Et parce que, en fait, les énergies renouvelables ne pourront pas couvrir, en fait, tous nos besoins. Déjà parce qu'on n'en a pas construit assez. Parce que les énergies renouvelables, ça demande des métaux précieux aussi, qui polluent, mais qui aussi, dont on manque. C'est-à-dire qu'on manque de pétrole, mais on manque aussi de ces métaux-là. On manque aussi d'aluminium qui, par exemple, fabrique des éoliennes, etc. On manquera toujours de matière, quoi qu'il arrive. Voilà. Et donc, on doit de toute façon... Et en plus, par exemple, le solaire et l'éolien, ça a moins de rendement, par exemple, que le pétrole. C'est pour ça que le pétrole, c'était de l'or. C'est
c'est que oui, c'est incroyable, avec un tout petit peu de pétrole, l'énergie que tu pouvais dégager. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus soutenable, quoi, comme on dit de plus en plus maintenant. Et donc, il faut qu'on émette moins et qu'on ait des modes de vie qui soient beaucoup plus sobres énergétiquement. Mais après, ça ne veut pas dire que du coup, voilà, notre énergie à nous, en tant qu'être humain, on va pouvoir aussi la déployer. Et il y a plein de belles choses qui vont pouvoir se partager, parce qu'on va être beaucoup plus peut-être dans l'entraide, moins dans l'individualisme. Et ça peut aussi... je veux dire, on va perdre des choses, mais aussi, on va aussi en gagner, quoi. Moi, je pense. On sent que tu le pratiques déjà, cet échange, non? Ouais. Ouais, je le pratique, clairement. Ça se sent. Ça se sent Ah que oui. tu sais de quoi tu parles, quoi. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être ne comprennent pas ce que tu avances. L'échange entre personnes. Ouais. On apprend de plus en plus à échanger des moyens, mais pas des sentiments ou peu. C'est normal. Il y a un monsieur qui vient d'entrer. Oui, Ouais, non. je connais. Ouais, c'est ça. Parce que je le sens, tu sais de quoi tu parles et je trouve ça mortel. Moi, ça me plaît beaucoup. Hein. Parce que, en fait, on sent l'énergie de quelqu'un qui sait de quoi elle parle, au fait. Parce que moi, je t'ai connu quand même, tu n'étais pas là-dessus. Non, moi je fais de la musique à la base. Et d'ailleurs, il y a un côté assez individuel, c'est-à-dire introspectif, mais il n'y a rien de mal contre ça. Mais du coup, je pense que ça m'a fait aussi vachement de bien de me mettre aussi dans l'énergie collective. Et en fait, c'est vraiment ça qu'on fait à ANV ou COP 21 ou à Alternatiba, quoi. C'est qu'on bosse ensemble et on échange vachement et on crée de l'intelligence collective et tout ça. Et ça, c'est de se mettre en mouvement, c'est passionnant. Qui vont ensemble, c'est une énergie qui se développe, c'est un peu incroyable. Le même délire, non? Ah mais ouais, je pense qu'il y a quelque chose de ça. Excuse-moi, ah non, mais coupe-moi, mais... mais très bien. Mais je pense qu'il y a de ça, ouais. Osmose, quoi, avec un but commun, ouais, des idées communes, et pas toujours l'osmose, justement, et c'est ça qui est bien. Le conflit aussi, quoi. Le conflit aussi, mais par contre, on sait être en conflit, je le dis peut-être bizarrement, mais en tout cas, on sait vachement bien résoudre les conflits et on sait s'écouter, en fait. Et on a des modes, par exemple, de discussion. À force de se prendre la tête, c'est pas appris. À force, peut-être que ça vient du coup d'un héritage qui est d'avant, mais en tout cas, on a une méthode très, très carrée. Alternatiba et ANV, on est un peu des psychopathes, on est très, très carrés. Nos réunions commencent et finissent toujours à l'heure. Il y a un ordre du jour précis, il y a un compte-rendu après chaque réunion. Et tout est minuté et on a des prises de parole en fait qui sont, on lève la main pour prendre la parole, on prend des tours de parole. S'il y a eu pas trop d'hommes qui ont pris la parole, on va faire parler une femme et on ne se coupe pas la parole, pas comme tu viens de le faire. Et oui, mais bon, on a le droit de ne pas travailler. Latino, je suis patriarcat, pas du toutes tout. ces conneries. Pas du tout, mais justement, il y a plusieurs... la vie, c'est pas que être en réunion et bosser. Mais du coup, et du coup, on a ces manières de travailler, on utilise des signes aussi. Donc là, ça fait un peu secte, hein, mais c'est pour dire, bon, je suis d'accord, je suis pas d'accord, etc. Ah, et du coup, carrément. Ouais. Mais ça permet vachement de fluidifier. D'ailleurs, ça, c'est un autre signe. Ça permet vraiment de fluidifier la conversation et la prise de décision, en fait. Et du coup, on prend des décisions et on exprime nos désaccords beaucoup plus facilement. Et donc, il y a plein de moments où on n'est pas d'accord, et heureusement, mais du coup, on trouve toujours un terrain d'entente, quoi. Et ça, c'est assez magique. Mais moi, j'ai jamais vécu être en société comme ça, dans un collectif, en me sentant aussi bien, quoi. Il y a une bienveillance, il y a une écoute qui est rare, en fait. Tu te sens inclus, en fait, en faisant partie de quelque chose... Ouais, je me sens inclus, puis je me sens écoutée. Riche. Tu reçois de l'énergie énormément, c'est de ça que tu parlais d'échanges différents que de l'échange de matière. Ah ouais, je reçois énormément d'énergie et ça fuse et l'imagination, elle sort par tous les côtés et il n'y a pas ce truc, il y a très peu de guerre d'ego, etc. Parce que du coup, quand tu es très organisé comme ça, il n'y a pas beaucoup de place en fait à ça. Pour l'ego, tu veux dire? Ouais. Oh, c'est dommage. Moi, j'adore mon ego. Oui, mais beaucoup. Il en faut aussi, oui, je dis pas, mais en tout cas, il n'y a pas ce truc de vouloir vraiment se tirer la couverture. Enfin, on peut vraiment exprimer nos idées sans avoir besoin qu'il y en ait un qui dise « mais c'est moi qui avais cette idée ». Enfin, là, c'est vraiment un travail collectif, quoi. Et c'est pas évident. Voilà. Non, c'est pas évident, ouais. Mais du coup, je pense que les gens qui ont ce besoin-là, ils ne s'épanouissent pas chez nous, donc ils partent vite. Ou ils apprennent à s'épanouir avec voilà, peut-être, ouais, peut-être. Moi, je sais que j'ai appris à écouter un peu plus. Mon ego était vachement important dans ma vie, quoi.
J'ai appris à l'apprécier, lui laisser une petite place, mais pas si grande. Et parce que tu dis que c'est aussi parce que tu es latino, tu penses qu'il y a vraiment ça dans la culture, tu veux dire? Je pense, au niveau de la communication, je pense que les latinos, ils ont vraiment quelque chose à prouver. Je sais pas si c'est à prouver ou on a vraiment une facilité à la tchatch. Ouais. Moi, j'ai pas mal fait de continents et je pense que c'est un des continents où surtout les Chinois, ils t'expliquent les trucs, ils te les dansent, ils te les miment, c'est des spectacles. C'est génial ça. Moi j'aime beaucoup, mais ça peut prendre de la place si tu veux. Moi je sais que j'ai pris de la place chez des gens sans même m'en rendre compte. C'est-à-dire vraiment je prenais de la place. Et je me suis senti mal parce que moi c'est mon ego en fait. Et c'est pas mon ego c'est moi, hein. Mais je veux dire c'était pas du tout à mauvais escient. Ouais, oui, bien. Et ça a fait du mal. Je sais que ça a fait du mal. Ouais, mais ce qui est important, c'est je pense, de pouvoir l'entendre, ça, justement. Oui. C'est-à-dire, c'est le problème de quelqu'un qui, pour moi, va poser problème, c'est quelqu'un qui, quand tu vas lui dire « Écoute, je me sens gênée, là, j'ai l'impression que tu prends beaucoup de place et je me sens pas écoutée », qui va dire n'importe quoi et qui va nier. Ouais, Quelqu'un qui va recevoir et qui va dire « Ah, je m'étais pas rendu compte on peut collaborer, on peut essayer, voilà, moi, je peux essayer de t'écouter plus et voilà, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve ça essentiel. Toi, tu es assez similaire parce que quand on s'est rencontrés, tu parlais pas autant et pas aussi fluidement et aussi bien. Donc, tu as dû te remettre en cause de ouf. Tu me l'avais dit déjà sur une scène, parce qu'on avait fait un truc à Charenton-le-Pont, ouais. Où je voyais que c'était un exercice, tu me l'avais dit. Donc, du coup, pour avancer, il faut se remettre en cause. Ouais. Si tu te remets pas en cause, tu n'apprends pas, au fait. C'est clair. Tout simplement. Et je sens, je le vois. Tu as fait un énorme travail et du coup tu t'es dit viens on va décrocher les photos. Ah ouais mais c'est comme tu vois c'est ça. Comment enfin, le truc c'est une de vos réunions. Voilà c'est une de nos réunions, c'était un peu dans le chapeau des idées. Et en fait il y a eu l'affaire du siècle, tu sais, il y a eu un recours en justice de la part de citoyens. Il y a eu 2 millions de signataires pour justement mettre en justice, faire un recours en justice contre l'État. C'est 4 ONG qui ont déposé ce recours. Et pour inaction climatique de l'État, tu vois. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont signé. 2 millions de personnes, c'est la plus grosse. C'était que le recours en justice a été déposé, je me souviens plus exactement, mais en tout cas, la pétition, c'était cet hiver. D'accord, donc je pensais que c'était plus vieux, quoi. Ouais. Et en fait, le gouvernement a répondu à ce recours en justice par une lettre. Et en fait, on a trouvé ça insupportable, en fait, la réponse. Ah ouais. Parce que la réponse, c'était, en fait, c'est clairement aux citoyens et aux entreprises de se bouger, le gouvernement en fait bien assez. Et en fait, nous, on a trouvé ça insupportable et donc on a décroché Macron, quoi. Non mais, c'est tout, tu vois. Vous avez fait combien d'actions? Parce que moi, j'ai pas regardé dans le détail, hein, je t'avoue. Il y en a environ 130, mais vu que ça continue, je sais pas si je suis à jour. Ouais. C'est vrai, ça continue? Ouais. Donc il y a eu environ 130 décrochages. Et merci. Et voilà. Et on continue, mais surtout il y a plein d'autres actions. Parce que là, aujourd'hui, alors je ne sais pas quand est-ce que ce sera diffusé, je suis désolée, mais en tout cas très rapidement, le 20, donc aujourd'hui, au moment où on parle, il y a des jeunes qui font la grève pour le climat. Oui, et voilà. Et moi, vu que je suis vieille, je n'y suis pas, je rigole bien sûr. Et demain, il y a une marche pour tout le monde. Et après, il y a une grosse action de désobéissance civile. Et ça, c'est une autre action encore. Donc tu peux pas trop parler. Non, je peux rien dire. Ça fonctionne bien, quoi. Ouais. C'est bien. J'adore. Ah bah oui, on est attaché à notre confidentialité. C'est un peu les services secrets du peuple, quoi. Bah, en tout cas, les services secrets s'intéressent à nous de plus en plus, ça c'est sûr. Bah, ils sont là pour ça. Ouais, pour comploter. Ouais. Non, puis surtout pour chercher. Voilà, dès qu'on peut troubler un peu, dès qu'on trouble un peu l'ordre. Voilà, ça pose des questions. Et là, je pense qu'on comme. Mais c'est vraiment troublé, tu es passé en jugement. Ouais. Du coup. Ouais. Ça fait quel effet? Alors c'est marrant, on parle de dérèglement climatique, je suis en train de tenir une pile. Tu vois, c'est les contradictions, c'est beau. Alors le 11 septembre, j'étais en procès du coup avec 7 autres prévenus, enfin 8 Pourquoi autres. Cette date, tu sais, ou c'est pas un peu bizarre comme date C'est un peu bizarre. Après, c'est peut-être un hasard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la base, on devait passer dans la 16e chambre, qui est une chambre qui est réservée normalement aux criminels et aux terroristes. Et alors ça, on ne sait pas très bien, parce que finalement, on a une juge unique, on a été changé de chambre, donc on ne sait pas très bien si c'était si volontaire que ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le bureau de lutte antiterroriste a été saisi dans notre affaire. Donc là, on parle
de gens qui ont décroché à visage découvert de manière totalement non violente, comme c'est le consensus d'ailleurs dans toutes nos actions, des portraits qui valent 8,70 €, qui ne sont même pas un symbole de la République aux yeux de la loi. Et on se retrouve saisi par le Blatt, donc avec, on est mis sur écoute, on est... Voilà, donc vraiment, c'est une tentative d'intimidation. Moi, c'est comme ça que je le prends. D'ailleurs, j'ai fait 10 heures de garde à vue alors que je n'ai pas été prise sur le fait. J'ai été prise, j'ai reçu une lettre 15 jours plus tard, un mois après, donc du coup, j'arrive à cette audition. Ils savent très bien que le 11 septembre, il y a le procès, mais ils me gardent quand même en garde à vue pendant 10 heures. Et ils étaient cool ou désagréables? Ils étaient cool, mais je pense que ça dépend des OPJ, des officiers de police judiciaire. On n'a pas tous eu les mêmes. Mais eux, ils ne comprenaient pas ce qu'on foutait là. Non, mais clairement. En fait, vous faites quoi? Non, mais eux, normalement, ils ont affaire à des vrais voleurs. Tu vois. En plus, on était du coup à la commissariat territorial. Donc, c'est même pas le petit commissariat du coin. Tu vois, c'est vraiment grosse affaire. Et sauf que eux, du coup, ils ont l'habitude de travailler sur des trucs en bande organisée, des trucs assez fat. Et ils se retrouvent avec des activistes climatiques, tu vois, qui ont décroché un portrait à 8 €, quoi. Donc eux, ils hallucinent un peu. Tu m'étonnes. Voilà l'action violente, quoi. Voilà. Et les maires, ils étaient contre ou quoi? Ça dépend desquels. Ah, il y en a qui pouvaient être contre? Ouais. Et ils n'empêchaient pas de décrocher des... Tu sais, on fait quand même ça finement. Hein. Ils savent pas, bien sûr que non, ouais. Ah oui, toutes nos actions sont très organisées pour que les choses se passent déjà dans la non-violence, mais aussi que l'objectif opérationnel de l'action soit réussi, quoi. Ouais, vous devez beaucoup réfléchir justement pour qu'il n'y ait pas de violence. Ouais. C'est hyper important pour nous et c'est oui. un taf en soi, quoi. D'ailleurs, on fait des formations à l'action non violente, à la désobéissance civile. Sinon, c'est une relation. Hein. Si tu deviens violent, tu crées une relation violente avec une autre personne ou un autre organisme. C'est rentrer dans une relation. Ouais. Et là, tu les obliges à rentrer dans une relation non violente, du coup. Ouais. Enfin, vous les obligez, excuse-moi. Mais on se reçoit de la violence, d'ailleurs. Bah ouais, quand on est en action sur des blocages, on se fait gazer, on se fait matraquer. Oui, ça oui, on manifestation. Donc, et on se reçoit de la violence judiciaire, comme là, tu vois, c'est quand même... il y a 57 procès, donc il y a 57 personnes qui sont en procès dans 17 procès, donc tu vois, c'est quand même beaucoup. C'est une implication, tu as des gens tu vois, c'est avoir un casier judiciaire, c'est tout ça. Donc, c'est rien comparé à ce que peuvent vivre d'autres activistes dans le monde qui se font torturer, qui sont assassinés. Vraiment, c'est pas grand-chose. Hein. On n'est pas des martyrs, mais en tout cas, on reçoit de la violence. Et donc, la non-violence, souvent, les gens voient ça comme du pacifisme. Nous, on vient au conflit, en fait. Ce conflit, il nous intéresse. À un moment donné, on vient provoquer un conflit, on vient dire, mais non, nous, on n'est pas d'accord avec ça, quoi. Donc, voilà. Mais on est non-violent. Et on respecte ça, c'est-à-dire à visage découvert. D'échange d'idées, au fait, de confrontation d'idées, à la non garder, pas une seule vision manichéenne de ce que doit être un État vivant comme la France, quoi. Enfin, c'est ça, je me trompe. Vous allez vers votre combat, en fait, c'est l'échange de faire changer les choses. C'est faire changer les choses. Ouais. En fait, tu vois bien, et c'est ça, en fait, Là, on a eu une relaxe lundi dernier à Lyon, donc pour le même procès, hein, mais à Lyon. Et en fait, la relaxe, elle est que, en fait, nous, on a plaidé l'état de nécessité. Donc, ça veut dire que pour nous, il était nécessaire de faire ça. Et il était nécessaire parce que, en fait, le dialogue avec l'État est impossible, puisque nous avons fait des marches, on a signé des pétitions. Et en plus, nous-mêmes, ces activistes-là, il y en a certains qui travaillent dans des ONG qui font du plaidoyer auprès d'élus, etc., tous les putains de jours, et rien ne se passe. Donc en fait, à un moment donné, on en vient à désobéir. Et donc, c'est en cela que, pour nous, on est légitime, en fait, tu vois, à le faire. Archi légitime. Puis apparemment, à Lyon, ils ont pensé la même chose. Parce que c'était une relaxe, ouais. Voilà, le juge en tout cas a jugé ça, quoi. Mais dans le droit, ça se justifie, quoi. C'est vraiment l'état de nécessité, c'est quelque chose qui existe dans le droit français. Donc, à partir de ce moment-là, finalement, on est dans les clous, quoi. Donc il y a des victoires. Ça, c'est une victoire. Ça te rend optimiste? Enfin, oui. T'es optimiste? Ouais. Tu y crois? Ça dépend des jours, j'imagine. Déjà, ça dépend des jours, mais en fait, je pense que, je sais qui disait ça, donc c'est pas moi, hein, je le sors pas là du chapeau, mais en tout cas, je me reconnais là-dedans, c'est que j'ai plus le temps d'être optimiste ou pessimiste, en fait. C'est que là, on est dans l'urgence. Tu finis l'hiver, quoi. On est dans l'urgence, là, il faut agir, en fait. Ouais. Donc, moi, je suis plus là-dedans, dans l'action et moins dans penser à
Est-ce qu'on va y arriver ou on va pas y arriver? J'en sais rien, mais en tout cas, je suis dans l'action et le faire, en plus, c'est vachement plaisant, quoi. Donc, c'est cool. Et toi, tu as mis donc, du coup, tu as appliqué, tu appliques? Ouais, il y a des choses que j'applique. Il y a des choses dans lesquelles je suis encore dans des contradictions. Il y a des choses, j'habite à Paris, donc tu vois, c'est pas hyper évident de tout appliquer. Mais c'est-à-dire que tu peux pas faire pousser tes fruits et légumes, non. tu peux pas aller chercher, enfin, ou peu, quoique maintenant il y a beaucoup plus de magasins et que... Ouais, non, mais je fais un maximum, quoi. Donc je suis dans une AMAP, donc c'est-à-dire que j'ai cassé le lien, en tout cas. Il y a un supermarché, donc c'est directement du producteur au consommateur. Mais tu vas quand même encore un peu ou pas? Moi, j'essaye de le casser. Hein. Ah oui, j'y vais encore. Il y a des trucs sur lesquels que j'ai pas dans mon panier bio, quoi. Donc du coup, il y a des trucs que j'achète. J'essaie d'acheter un max de trucs en vrac. Je suis abonnée à Enercop, donc l'énergie qu'il y a chez moi, c'est de l'énergie verte. Et voilà, je fais plein de petites choses. Mais en fait, je me suis rendu compte vite, et c'est pas du tout pour décourager les gens, parce que c'est hyper important de faire plein de petites choses. Et c'est aussi ça, être activiste, et c'est aussi de l'action, et c'est hyper important d'être consommateur, je pense, c'est hyper important. Mais, et puis d'être en cohérence. Mais j'ai aussi compris que toutes les actions individuelles ne seraient pas assez pour faire basculer, en fait, et pour vraiment enrayer le dérèglement climatique. Et ça, d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai compris, c'est juste que je l'ai lu dans des rapports scientifiques, parce que c'est énormément là-dessus que je me base aussi. Et voilà, et du coup j'ai compris que ça suffirait pas. C'est-à-dire que même en faisant des petites actions, ça ne changera pas. Si tout le monde entier le faisait, mais le problème, c'est que tout le monde entier n'est pas en capacité de le faire. Et n'a peut-être pas envie. Il y a des pays émergents qui veulent consommer. Il n'a peut-être pas envie. Mais c'est pour ça que les gens me disent « Ouais, mais tu fais une action en France, c'est Macron et tout ça, on est un petit pays. » Mais déjà, on émet vachement. Donc, un petit pays, on a un petit pays qui émet grave, alors qu'en plus, on a le nucléaire. C'est un pays influent quand même, hein. C'est pas un petit pays. C'est un pays hyper influent, et c'est un pays qui a une dette écologique, quoi. Je veux dire, c'est l'Europe qui nous a mis dans ce pétrin, et les États-Unis. Donc, à un moment donné, on se doit de faire, quoi. Enfin, pour moi, c'est évident. Qu'est-ce que tu penses de l'Europe, du coup, puisque tu en parles? De l'Union européenne? Ouais. Oui, l'Union européenne. Tu la trouves active? Non. Pour la lutte contre le dérèglement climatique, non. Mais après... Tu trouves qu'elle te représente au niveau de ces choses-là? Non. Moi, je la trouve éloignée de l'humain, en fait. Ouais, complètement. Mais après, il y a quelques élus qui se battent pour des choses, et ça, je trouve ça bien. Mais après, mais je sais pas d'ailleurs quel serait son avenir. Pour moi, ça devrait être une Europe, en tout cas, beaucoup plus politique. Une Europe plus politique. Ouais, plus humaine. Ouais, plus humaine, ouais. Les accords commerciaux qu'ils ont fait avec le Mercosur, pourtant je viens d'Amérique latine, hein, ou qu'ils font avec les Canadiens et tout ça, puis je trouve ça tellement à contresens de ce qu'ils racontent justement à la télé ou devant les écrans. D'ailleurs, Macron, il soutient le CETA, tu vois, donc c'est magnifique. C'est contrairement à contresens. Ouais. Alors, des fois, je me dis, est-ce que les gens le comprennent, l'acceptent? Moi, je pense qu'ils comprennent qu'il est à contresens. Je pense qu'il ne dupe personne. J'ai l'impression que ça les arrange. Je parle les gens, hashtag les gens en général. J'ai aucun... c'est difficile ouais. Je sais pas, je parle pas pour les gens, mais j'ai l'impression que je suis pas sûr que... Moi, je pense qu'il a dupé pas mal de gens quand même. Mais c'est de moins en moins, là, ça y est. Ouais. Et il a dupé, ouais, je pense qu'il a dupé pas mal de gens. Mais ouais, c'est possible. Après, c'est sûr qu'il y a en fait, pour les gens, c'est horrible de dire les gens. Ouais. Mais pour beaucoup de gens, en tout cas, je pense que le dérèglement climatique, par exemple, je reviens à ce sujet-là, mais c'est tellement une montagne, tu vois, qu'on ne sait pas par quel bout le prendre, puis c'est globalisé, c'est mondial et tout ça. Et puis il y a quelque chose qui fait très peur derrière ça, tout ça. Donc il y a une espèce de flou qui fait qu'en fait les gens ne s'y attellent pas. Et moi je pense que ça vient aussi du fait que, et là on en parle de plus en plus heureusement, mais que les gens ils ont besoin d'avoir peur pour eux. Je veux dire, moi si je fais ça, c'est aussi parce que j'ai peur pour moi. Hein. C'est-à-dire, je ne fais pas que ça pour... Oui, non, mais voilà, je fais ça parce que j'ai peur aussi pour moi, pour les gens qui m'entourent, pour mes proches.
pour ma famille, pour mes amis, etc. Et pour aussi des centaines de milliers, de millions d'autres, évidemment. Je me sens... non, mais premièrement, soi-même. Mais je pense que je suis inquiète aussi, bien sûr, pour moi. Et du coup, je bouge aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient, mais ça change beaucoup, le dérèglement climatique comme un truc, les ours polaires, tu vois, les calottes glaciaires, c'est loin. C'est ah ouais, merde, il va y avoir des canicules et tout. Mais c'est pas très... En fait, c'est pas très concret de en quoi en fait ça pourrait avoir un impact sur ta vie en fait dans les prochaines années. Les gens le voient pas, tu veux dire? Ouais. Et ça te laisse du temps pour chanter du coup? Tout ça? Là, ces derniers mois, je dois avouer que pas trop. Et tes chansons, elles vont être comment du coup? Bah, elles vont être beaucoup plus politiques, je pense. C'est vrai? Ouais. J'arrive plus à séparer les deux. Bah, c'est difficilement séparable, non? Ouais. Moi, on me disait, ouais, séparer le travail et le pro et le non-pro. Mais si tu meurs au boulot, c'est quoi? Enfin, ouais. Il n'y a pas vraiment de séparation, enfin, après chacun son délire. Ouais, mais je pense que j'arrivais pas avant vraiment à traduire... ce que tu ressentais ou ce que tu pensais, tu veux dire? Ce que je pensais en musique, en tout cas. Parce que c'est pas la même émotion que je viens... D'ailleurs, tu vois, j'ai du mal à en parler parce que c'est moins théorique. Enfin, c'est plus personnel, tu veux dire, peut-être? Ouais, mais pas que. C'est vraiment des choses qui sont de l'ordre vraiment du ressenti. Donc, je les ai moins analysées, tu vois. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans le fait d'être artiste qui est plus dans la contemplation. Alors que moi, mon engagement, il est actif, quoi. Je suis activiste, donc je fais des choses, oui, tu vois. l'as dit plein de fois. Le côté actif, ça te plaît, oui. ça, je le vois. Et donc, du coup, dans la musique, il y a quelque chose de contemplatif, de plus intérieur, que j'adore aussi, mais du coup, qui m'amenait moins vers ça, vers ce truc de aller, enfin, entraîner à l'action, tu vois. Allez, il faut y aller, tu vois. Donc, je suis plus, j'ai l'impression, dans ce qui sort là en ce moment, un peu fascinée par ce monde qui commence à s'effondrer, tu vois. Et il y a quelque chose de terrible là-dedans, mais d'assez beau aussi. Enfin, d'un point de vue artistique, je trouve. Ouais, t'aimes bien les trucs sombres, hein, quand même. Ouais. Bah oui, enfin, j'aime plein de choses, en fait. Les dernières chansons que j'ai écoutées, c'était plutôt c'était assez sombre, ouais. Noir. Mais du coup, j'aime bien les choses grises. D'ailleurs, un des morceaux s'appelle Gris. Parce que moi, je te trouve rayonnante. Hein. Enfin, lumineuse, quoi. Ça m'a surpris, je t'avoue. Mais je sais pas trop en fait où est-ce que ça va aller là, hein, les prochains morceaux, parce que je suis en train de créer, donc ça se trouve s'il y a plein de choses lumineuses qui vont sortir. Et encore une fois, je prépare jamais. Enfin, quand je fais un album ou je fais un EP, je sais pas ce qui va sortir, quoi. C'est pas moi qui le choisis en fait. Ouais, t'es une vraie artiste, hein. Ça, je pense que. Donc, enfin, comment ça, c'est pas toi qui choisis? Parce que... Bah moi, je me mets en condition pour pouvoir recevoir quelque chose. Ça va faire vraiment encore plus sec là, mais pour pouvoir recevoir une énergie en fait que... T'es attentive à l'univers, tu laisses l'univers faire en fait. Ouais, je laisse faire et je laisse voir ce qui sort et après j'analyse ce qui sort et je me dis ah ouais mais en fait c'est ça que je veux dire. Et après là j'affine et tout ça. Mais au départ il y a quand même un premier jet qui, j'ai la sensation qu'il n'est même pas de moi, quoi. C'est un espèce de truc qui me traverse en fait. Tu sais l'artiste qui a dessiné ça, là si t'as fait attention. C'est beau, d'ailleurs, tu sais, j'ai beaucoup parlé de sirènes dans mes derniers morceaux. Et là... Il fait des ovnis naturels, sans fer, sans rien, parce qu'il me dit oui, on représente toujours les ovnis avec du fer qui viennent sur Terre, mais ça peut être tout à fait de la nature et tout. Lui, il s'appelle René Olivares. J'adore ce mec, je m'entends très bien avec lui, je le suis depuis un moment, je le filme, je discute avec lui, je suis dans son atelier. Il me disait que la créativité était une expression de l'univers. Que lui, des fois, il ne sait pas ce qu'il peint. Ouais. C'est ce que tu es en train de dire en fait, qu'il se met devant le tableau, qu'il se met à dessiner, que ça sort. Et quand ça sort après, il l'affine, il peut passer beaucoup de temps sur son tableau, mais qu'il ne sait pas forcément ce qu'il va faire, ni d'où ça vient. Et pour lui, c'est vraiment la créativité où l'imagination est une expression directe de l'univers et qu'il peste beaucoup sur la télé, sur les films, parce qu'on met en valeur beaucoup de violence. Et j'avoue que moi aussi, hein, j'aime bien les films catastrophes, machin et tout. Je me nourris aussi beaucoup de ça. Mais il m'a beaucoup fait réfléchir là-dessus. Et je trouve que tu as complètement raison. Enfin, je suis pas sûr que tu puisses maîtriser ça. Non, je pense pas.
Du coup, je sais pas en fait du coup ce que je vais faire. Après, j'ai un peu l'idée parce que j'ai déjà composé des choses là, donc j'ai de la matière et je vois un peu vers quoi. Bah, tu vas faire ce qui te fait plaisir en même temps. Tu vas pas je vais faire ce qui me fait plaisir, quoi. ça c'est sûr, et que ce qui me fait plaisir en plus maintenant, mais de plus en plus, plus le temps passe, plus je veux faire que ce qui me fait plaisir. Que ça. Bah, pas de contraintes quoi. Faut vivre. Non mais il y a des trucs, il y a des moments je fais des trucs qui me font chier. Mais pas dans ma musique, pas dans ma création, pas dans c'est ce ça que je te moi parlais. j'amène. Non, Ah ouais, non, ça création, non. Quoi. Non, ça c'est fini ça. C'est vrai. Ah ouais. Tu l'as fait un temps? Je peux pas dire que je l'ai jamais vraiment fait parce que j'ai quand même toujours fait ce qui me touchait. Donc pas vraiment, mais il y a eu un peu plus de compromission je pense parfois. C'est vrai? Un tout petit peu plus, ouais. Et ça te va pas? Non. Sans compromis alors? Ah ouais, non, sans compromis. Ça me fait plaisir, on m'a dit que j'étais sans concession il y a peu de temps. Ah bah ouais, mais c'est super. Bah, ouais, je crois, bien. ouais. J'aime bien. J'ai trouvé que c'était plutôt un compliment. Il faut l'être de plus en plus. Et c'est ce que vous prenez en fait, en même temps. Ouais. Sans concession. Ouais. Et le résultat, donc, je t'ai demandé comment ça s'était passé le 11 septembre, le juge, comment il a été, enfin, là, vous aviez des avocats, comment, moi je sais pas, tu sais, je l'ai vécu une seule fois, j'étais gamin. Et je me rappelle pas vraiment, donc... Pourquoi t'as été en procès? Ouais, pas moi. Pardon. Non, il n'y a pas de problème. On filme, et du coup, c'est naturel, je te pose la question. Il n'y a pas de souci, c'est pas moi, c'était pas moi. D'accord. Mais j'étais là, et ça m'a beaucoup impressionné. C'est impressionnant quand même. Ah ouais. Oui, c'était une femme, la juge, et elle a été très à l'écoute. Alors après, son délibéré, donc ce sera le 16 octobre, donc je ne peux pas savoir quelle peine elle nous donnera, mais ce qui était hyper important en fait pour nous, c'était de pouvoir nous exprimer. Et en fait, ça a été le cas. On a pu tous s'exprimer. On avait 3 avocats géniaux qui ont pu tous s'exprimer, encore heureux. Et on avait aussi des témoins à la défense. Qui ont tous pu s'exprimer et c'était très intéressant ce qu'ils avaient à dire. Il y avait un climatologue, rapporteur du GIEC, qui s'appelle Christophe Cassou. Il y avait Manuel Cervera-Marsal, qui est un sociologue et qui est un spécialiste de la désobéissance civile. Et il y avait Célia Bloel, qui est adjointe à la mairie de Paris aux affaires environnementales et qui venait aussi, qui a dit qu'il n'y avait pas eu du tout de préjudice auprès des mairies auxquelles on avait réquisitionné les portraits. Mais voilà, du coup, c'était super qu'il y ait cette écoute-là et qu'on puisse prendre le temps, en fait, de parler de fond, en fait. Bah, ce jugement, il tombe bien, finalement. Ça vous permet d'exprimer et de communiquer. Ouais. Après, on ne veut pas instrumentaliser la justice non plus, quoi. C'est pas l'idée. Vous n'êtes pas politicien. Mais en tout cas, l'idée, c'est... C'est de transmettre des idées. C'est de transmettre des idées. Et en fait, c'est très bien qu'on commence à parler de ça dans les tribunaux. C'est incroyable la décision de ce juge à Lyon. C'est une décision qui est historique, qui demande beaucoup de courage. Et voilà. Et tu crois? Ouais. Je me suis posé la question. Il y a plein de gens, ils ont dit le juge. Mais c'est pas son rôle. Si, c'est son rôle, mais il aurait pu faire un autre choix. C'est-à-dire que dans le droit, oui, en effet, on peut plaider l'état de nécessité, il peut être reconnu, mais il aurait pu aussi ne pas le reconnaître et caractériser ça comme un vol en réunion. Il aurait pu le faire. Et franchement, comme d'autres l'ont fait. En fait, vol en réunion. Qui va voler un tableau de Macron? Franchement, il n'y a même pas de collectionneur qui le ferait, non? Ouais, mais c'est vrai que c'est quand même une décision très forte que de légitimer la désobéissance civile pour le climat. Ça fait très longtemps que ça n'a pas été fait. Je ne dénigre pas la décision du juge. Ce qui m'a quand même interpellé, c'est que les gens ils disent oui, il est courageux. Donc comme si les gens acceptaient que c'est l'État qui décide. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus vraiment de jugement. Moi, ça m'a fait mal. À vrai dire, ça m'a dérangé. Il y a plein de gens qui disent enfin un juge indépendant. Bah ouais, vous avez mis le doigt sur un truc quand même. Je trouve, c'est vous, c'est vos actions qui ont fait que les gens... Parce que c'est un des trucs les plus commentés. J'ai vu sur Twitter, j'ai vu qu'il y a vraiment beaucoup de commentaires. Et c'est un commentaire qui revient. Et moi, encore une fois, je suis un étranger, je viens d'un pays qui était en dictature, où c'était des idées imposées, où tu passais devant un juge. Mon grand-père, il s'est fait juger avant de se faire fusiller le lendemain. Pour te donner une idée, en fait, il s'est fait juger par les militaires. Ça n'a aucune valeur. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis venu ici, j'ai toujours valorisé la justice et les pensées françaises. J'ai toujours valorisé ça. Et je t'avoue que ça m'a... C'est pour ça aussi que je t'ai contacté. Vraiment, pour moi, ça a été limite
le truc le plus impactant, c'est cette réaction des gens. Okay. Enfin, un juge, tu sais, qui a Enfin, pour moi, c'est que tout le monde accepte le fait que les juges ne font pas vraiment des choses indépendamment. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Après, moi, je peux pas trop... Tu peux pas le savoir, de toute façon, s'ils sont indépendants ou pas. Voilà, c'est-à-dire que moi, je peux pas savoir et j'aime à croire qu'il y a encore plein de gens qui font super bien leur boulot et j'en suis sûre même. Après... il y a des scandales et par exemple, tu vois, quand tu vois la bataille de la famille d'Adama Traoré, tu vois, qui se bat pour que justice soit enfin faite par rapport à leur fils, leur frère, leur neveu, donc voilà, mais et pour qui c'est une bataille judiciaire incroyable, alors que les policiers ce jour-là ont bel et bien tué Adama Traoré, quoi. Et ça, tu vois, c'est insupportable. Tu te dis que là, il y a un problème, en tout cas, là, clairement. Moi, c'est ce que je t'avoue que c'est ce qui me motive à poser des questions à des personnes comme toi, qui est dans l'activité, dans l'action. Parce que je pense que c'est quand même un des trucs essentiels. Et ça me fait délirer parce que dans l'interview, ça fait bien presque 3 quarts d'heure. Tu as dû dire bien 30 ou 40 fois activité, tu sais. Faire, quoi. Ouais, travailler dans la matière. C'est bien de commenter sur les réseaux, je suis à fond dessus. Hein. Je dois être un de ceux qui postent le plus de conneries à la seconde. Que j'aime bien parce que pour moi, c'est un outil de communication énorme. Bah ouais, magnifique. mais attends, mais on s'en sert beaucoup. Hein. Ouais, puis c'est que le début, hein. Ça fait que 30 ans et encore, les réseaux sociaux, ça fait moins. L'humanité se parle et c'est que le début. Mais voilà, moi je trouve que c'est super chouette vos actions. Trop bien. Et puis j'espère que je te reverrai pour les prochaines chansons qui vont sortir. Ouais, avec plaisir carrément. J'ai hâte, et puis on se fera un rendez-vous plutôt musical. Ouais, grave, trop bien. Bon, je te fais un bisou et je me filme. Merci Emma. Merci.